Parfois, la vie vous assène un coup quand vous êtes déjà à terre, et Miguel Salazar connaissait trop bien ce sentiment. Le père veuf se tenait dans la case de son défunt grand-père, regardant les rêves de son fils adolescent s'évanouir tandis que les créanciers tournaient en rond et que les voisins chuchotaient la honte de sa famille. Tout le monde disait que la casse ne valait rien, juste des hectares de ferraille sous le soleil brûlant. Mais lorsque Miguel déplaça de vieilles carcasses de voitures, il découvrit un bâtiment verrouillé cachant 3 vieux avions de guerre. Tout perdre. L'amour désespéré d'un père et les secrets enfouis d'un grand-père suffiraient-ils à sauver l'avenir de sa famille? Avant de nous replonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné car demain, je vous ai réservé quelque chose de vraiment spécial. Astérisque astérisque astérisque. La lettre était arrivée un mardi, apportée par un facteur. Acre et des structures associées. Miguel s'enfonça dans le fauteuil en vinyle craqué derrière son bureau. 47 acres de quoi? Il n'avait pas parlé à son grand-père depuis plus de 15 ans. Pas depuis que le vieil homme avait refusé d'assister aux funérailles de Carmon. Le souvenir piquait encore, le cercueil de sa femme descendu en terre tandis que son grand-père restait obstinément absent, nourrissant une ancienne rancune que Miguel n'avait jamais vraiment comprise. La clochette de l'atelier tinta, et Matteo, 17 ans, poussa la porte. Son sac à dos sur une épaule et ses cheveux noirs tombant sur ses yeux d'une manière qui le faisait ressembler exactement à Carmon au même âge. Miguel plia rapidement la lettre et la glissa dans le tiroir de son bureau. Comment s'est passé l'école? Demanda Miguel, forçant sa voix à paraître normale. Matteo haussa les épaules, un geste qui était devenu sa principale forme de communication au cours de la dernière année. Bien. Madame Henderson dit que je dois commencer à penser aux candidatures universitaires, mais je lui ai dit que nous ne pouvions probablement pas nous le permettre de toute façon. Ces mots frappèrent Miguel comme un coup de clé anglaise en pleine poitrine. Il regarda son fils disparaître dans l'arrière-salle où il gardait ses projets de menuiserie, des modèles réduits d'avions complexes sculptés dans du bois de balsa avec une précision qui étonnait Miguel. Le garçon avait hérité des mains artistiques de sa mère et de l'attention obstinée aux détails de son grand-père, bien que Miguel ne lui ait jamais parlé de cette dernière partie. Ce soir-là, après que Matteo fut allé dans sa chambre pour faire ses devoirs et écouter de la musique avec des écouteurs probablement trop forts, Miguel reprit la lettre et la relut. L'avocat voulait qu'il l'appelle dans les 30 jours pour organiser le transfert de propriété. Il était également fait mention de dettes et de privilèges impayés, qui devraient être réglés. Miguel ouvrit son ordinateur portable, la vieille machine qui s'éveillait dans un souffle rauque, comme l'ancien pick-up de son grand-père le faisait les matins froids. Il chercha l'adresse sur les cartes satellites, zoomant sur ce qui semblait être une vaste collection de structures éparpillées sur une terre désertique à environ 2 heures au sud de Phoenix. Même de la vue aérienne, il pouvait voir que l'endroit était une casse, rangée après rangée de véhicules rouillés, des piles de ferraille et des bâtiments qui semblaient avoir été assemblés avec les matériaux disponibles. Son téléphone vibra avec un SMS de la First National Bank, paiement en souffrance. Contactez-nous immédiatement pour éviter toute action de recouvrement supplémentaire. Miguel ferma l'ordinateur portable et se frotta les tempes. L'atelier ne générait pas assez de revenus pour suivre le rythme du remboursement de leur petite maison, sans parler des rêves universitaires de Matteo. Chaque mois apportait de nouveaux avis, de nouvelles menaces, de nouveaux rappels qu'il échouait en tant que pourvoyeur. Carmon aurait su quoi faire. Elle avait toujours été meilleure avec l'argent, meilleure avec la planification, meilleure avec l'espoir. Astérisque astérisque astérisque. Le lendemain matin, Miguel trouva Matteo dans la cuisine en train de manger des céréales tout en faisant défiler son téléphone. La lumière du soleil entrait par la fenêtre, illuminant les poussières qui dansaient dans l'air et mettant en évidence la fissure dans la vitre que Miguel n'avait cessé de qu'il avait toujours trouvé l'air du désert d'une certaine manière purifiant, même lorsqu'il faisait assez chaud pour faire fondre l'asphalte. Matteo avait ses écouteurs et regardait par la fenêtre du passager, mais Miguel le surprit à jeter des coups d'œil au paysage. Le garçon avait hérité de l'amour de Carmon pour les grands espaces, bien qu'il ne l'admette jamais. Ils quittèrent l'autoroute pour prendre un chemin de terre qui serpentait à travers les broussailles et les rochers éparpillés. Un panneau vieilli annonçait le Salazar Salvage en lettres rouges délavées avec un texte plus petit en dessous annonçant pièce auto, ferraille, prix raisonnable.
Quelqu'un avait gribouillé fermé en lettres noires en bas du panneau. Le portail était sécurisé par une lourde. Ne pouvait identifier. Tout était recouvert d'une fine couche de poussière, mais en dessous, les outils étaient propres et bien entretenus. Son grand-père avait beau être un entasseur. Il avait pris soin de son équipement. « Regarde ça », dit Matteo en ramassant un allen à manche en bois avec une virole en laiton. « C'est de l'artisanat de qualité musée. » Miguel regarda son fils. Examinait l'outil avec la même attention méticuleuse qu'il accordait à ses modèles réduits d'avions. Il y avait quelque chose dans l'expression de Matteo, une reconnaissance, peut-être. De la qualité et du but. Ils passèrent le reste de l'après-midi à explorer, trouvant des bâtiments remplis de pièces triées par type et par année. Des moteurs pendaient à des palans à chaîne. Leurs composants étiquetés et catalogués. Des quartets de transmission étaient empilés comme du bois de chauffage. Des étagères contenaient des milliers de petites pièces, carburateurs, alternateurs. Démarreurs, étiquetés avec des étiquettes écrites de la main soignée de son grand-père. Il ne collectionnait pas seulement des déchets, observa Matteo alors qu'il marchait entre des étagères d'inventaire imposantes. Il préservait des choses. Comme, ces voitures sont peut-être hors d'usage, mais toutes leurs pièces pourraient réparer d'autres voitures. Miguel ressentit une étrange fierté devant la perspicacité de son fils. Peut-être y avait-il ici quelque chose qui valait la peine d'être conservé, même si ce n'était pas la aubaine instantanée qu'il avait espérée. Alors que le soleil commençait à descendre vers les montagnes occidentales, peignant le ciel de nuances de cuivre et d'or, Miguel se retrouva debout au centre de la cour, entouré des vestiges d'une vie de collection. Son grand-père avait passé des décennies à rassembler ces morceaux d'histoire automobile, et Miguel ne pouvait se défaire du sentiment qu'il y avait plus que simple opération de récupération. « Nous devrions rentrer, » dit Matteo, mais sa voix manquait de son dédain d'avant. « Il commence à faire nuit. » Miguel hocha la tête. Mais alors qu'il se dirigeait vers la voiture, quelque chose attira son regard, un éclat métallique derrière un mur de carcasses de voitures empilées, presque caché dans l'ombre. Juste un instant, cela ressembla à quelque chose qui n'avait pas sa place, quelque chose qui n'était pas automobile. « Tu as vu ça ?» demanda-t-il à Matteo. « Voir quoi ?» Miguel montra du doigt le coin arrière de la propriété, mais l'angle de la lumière avait changé, et ce qu'il avait aperçu s'était de nouveau perdu dans l'ombre. « Rien, dit-il. J'ai juste cru voir quelque chose. » Mais en rentrant chez eux dans l'obscurité grandissante, Miguel ne pouvait se défaire de cette image, quelque chose de grand et métallique, caché derrière des décennies de véhicules accumulés, quelque chose qui ne correspondait pas au chaos soigneusement organisé de son grand-père, quelque chose qui pourrait tout changer. Astérisque astérisque astérisque. Miguel ne put dormir cette nuit-là. Il n'arrêtait pas de penser à l'éclat métallique qu'il avait vu. L'insupportable, le portail métallique déjà chaud au toucher. Cette fois, Miguel se dirigea directement vers le coin arrière où il avait vu l'éclat mystérieux. Les voitures empilées formaient un canyon de rouille et de peinture délavée, leurs vitres depuis longtemps brisées par les tempêtes du désert et le travail patient du temps. Certaines avaient été dépouillées de pièces utiles, laissant des carcasses squelettiques qui projetaient des ombres complexes sur le sol sablonneux. « Qu'est-ce que nous cherchons exactement ?» demanda Matteo, suivant son père à travers les passages étroits entre les monuments automobiles. « Je ne suis pas sûr. Quelque chose qui semblait déplacé hier. » Ils s'enfoncèrent plus profondément dans le labyrinthe, passant devant des voitures des années 50 avec leurs pare-chocs chromés élaborés et leurs ailerons arrière, à travers une section de muscles Cars des années 70 avec leurs capots ouverts comme des bouches affamées. Le grand-père de Miguel les avait rangés grossièrement par décennies, créant un musée involontaire du design automobile américain. « Papa, regarde ça !» Miguel se retourna pour trouver Matteo debout à côté d'une Ford Mustang Fastback de 1967. Sa peinture bleue était délavée mais toujours reconnaissable. La voiture était en meilleur état que la plupart des autres, et quelqu'un avait soigneusement recouvert. Paire de lourdes portes en acier sécurisées par 3 cadenas distincts. Le bâtiment semblait plus récent que les autres structures, ses murs droits et solides malgré des décennies sous le soleil du désert. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, à ton avis ?» murmura Matteo, comme si parler trop fort pouvait déranger les secrets que le bâtiment recelait. Miguel s'approcha lentement des portes, notant la qualité des serrures.
Elles étaient imposantes, du genre utilisé pour protéger des équipements de valeur. Son grand-père ne protégeait pas de la ferraille derrière ses portes. Cadenas supérieur. Elle tourna avec un clic solide qui résonna sur les murs métalliques. Le deuxième cadenas s'ouvrit tout aussi facilement, et le troisième tomba pratiquement de son moraillon. Comme s'il avait attendu des décennies ce moment. Les mains de Miguel tremblaient alors qu'il saisissait la poignée de la porte. Derrière lui, Matteo était devenu complètement silencieux. Le poids de l'anticipation s'installant sur eux deux comme la chaleur du désert. Les portes s'ouvrirent avec un gémissement de charnière protestataire, et Miguel entra dans l'obscurité qui sentait l'huile, la toile et quelque chose d'autre, quelque chose de familier, mais impossible à identifier. Il tâtonna le long du mur jusqu'à trouver un interrupteur, et des rangées de luminaires. Fluorescents s'allumèrent. Ce qu'ils illuminèrent fit douter Miguel de sa santé mentale. 3 avions étaient dans le hangar comme des géants endormis, leur forme drapée de couvertures en toile. Qui avait tenu la poussière du désert à distance pendant des décennies? Même couverts, leur forme était indubitablement militaire, les ailes angulaires, la posture agressive. Les lignes volontaires qui parlaient de puissance et de précision. Sacré. Commença Matteo, puis se retint. Papa, ce sont des avions? Miguel se déplaça comme un homme en rêve. S'approchant de l'avion le plus proche avec la révérence habituellement réservée aux églises ou aux cimetières. La couverture de toile était fixée par des liens soigneusement noués. L'œuvre de quelqu'un qui avait l'intention de préserver ce qui se trouvait en dessous. Ses doigts tâtonnèrent les nœuds, des années à travailler avec de la corde et du fil l'aidant malgré ses mains tremblantes. La toile tomba pour révéler quelque chose qui appartenait à un musée, pas caché dans une case du désert. L'avion était un chasseur de la Seconde Guerre mondiale. Sa peau d'aluminium. Poli à la brillance d'un miroir malgré son âge. La verrière du cockpit était intacte, les pales de l'hélice positionnées avec une précision mécanique. Le long du fuselage, fané mais toujours visible, se trouvaient les numéros 44-83-887, et en dessous, en lettres plus petites, BTS Dream. C'est impossible, murmura Miguel. Ces choses n'existent pas dans des collections fluorescentes. Miguel fit le tour des avions dans un silence stupéfait, notant des détails qui témoignaient d'une conservation minutieuse. Les pneus étaient correctement gonflés. Les surfaces de contrôle bougeaient librement au toucher, et tout était propre et bien entretenu. Quelqu'un s'était occupé de ces avions longtemps après la fin de la guerre. Papa. La voix de Matteo était à peine un murmure. Sais-tu ce que c'est? Miguel secoua la tête, mais même en le faisant, des souvenirs commencèrent à refaire surface, des histoires que son grand-père avait racontées quand Miguel était très jeune, avant que les disputes et l'éloignement ne les séparent. Des histoires sur la guerre, sur les avions et les pilotes, sur des choses dont on ne pouvait parler en dehors de la famille. Je pense, dit Miguel lentement, que ton arrière-grand-père avait plus de secrets que nous n'aurions jamais imaginés. Sur un établi le long du mur du fond, il trouva une chemise en papier épais, pleine de documents. À l'intérieur se trouvaient des carnets d'entretien, des relevés de consommation de carburant et des correspondances avec des revendeurs de surplus militaires. Datant de 1946. Les papiers étaient jaunis par le temps, mais parfaitement conservés, comme si son grand-père avait su qu'un jour quelqu'un aurait besoin de comprendre ce qu'il avait fait. Pourquoi? Au fond de la chemise se trouvait une lettre écrite de la main soignée de son grand-père, adressée simplement « à ma famille ». Les mains de Miguel tremblèrent en la dépliant. Chaque rivet, chaque fil, chaque morceau de peau d'aluminium représente le courage de jeunes hommes qui ont tout donné pour leur pays. Je les ai sauvés non pour le profit, mais pour la mémoire. Si vous lisez ceci, j'espère que vous comprendrez que certaines choses valent plus que de l'argent. Elles valent la peine d'être conservées pour les générations qui ne connaîtront jamais le son de la. Ses épaules. Ce n'étaient pas juste des avions. C'était un héritage, une confiance qui lui avait été transmise, qu'il le mérite ou non. Et quelque part au fond de son esprit, une petite voix murmurait que 3 chasseurs de la Seconde Guerre mondiale préservés pourraient bien valoir assez d'argent pour changer à jamais la vie de Matteo et la sienne. Astérisque astérisque astérisque. Miguel passa la soirée penché sur son ordinateur portable, plissant les yeux devant l'écran pendant que Matteo faisait ses devoirs à la table de la cuisine. L'ancienne machine luttait avec plusieurs onglets de navigateur alors.
que Miguel recherchait des avions de la Seconde Guerre mondiale, essayant de faire correspondre ce qu'ils avaient trouvé avec les archives historiques et les résultats des enchères. Celui à 2 moteurs ressemble à un P-82 Twin Mustang, dit-il, lisant sur un site web d'avions anciens. Il est dit qu'ils n'en ont fabriqué qu'environ 200. Matteo leva les yeux de ses devoirs de calcul. C'est bon ou mauvais? Pour la rareté, très bon. Pour trouver des pièces ou des informations d'entretien, probablement très mauvais. Miguel cliqua sur des dizaines de pages d'identification d'aéronefs, comparant des photos aux images que Matteo avait prises avec son téléphone. Le chasseur monomoteur était clairement un P-51 Mustang, l'un des chasseurs les plus célèbres de la guerre. L'avion bleu marine était plus difficile à identifier. Ses lignes étaient similaires à celles d'autres chasseurs de la Seconde Guerre mondiale, mais quelque chose dans sa configuration semblait unique. Tiens, dit Miguel, trouvant une page sur les avions expérimentaux. Je pense que le bleu pourrait être une sorte de prototype. Regarde la conception de ce capot. Moteur. C'est différent de tout ce que j'ai vu. À minuit, Miguel avait rempli un carnet avec les numéros de série des avions, leurs spécifications et leurs numéros de production. Ce qu'il avait appris l'excitait et le terrifiait à la fois, si les avions étaient authentiques, et tout suggérait qu'ils l'étaient, ils représentaient une collection d'une valeur potentielle de. J'ai hérité de quelques avions de mon grand-père. J'essaie de comprendre ce qu'ils sont et ce qu'ils pourraient valoir. Les sourcils de la bibliothécaire se haussèrent. Des avions hérités? C'est certainement inhabituel. De quel type parlons-nous? Miguel lui montra les photos de Matteo, et son expression devint de plus en plus grave à mesure qu'elle examinait chaque image. Une variante expérimentale du F-7 FTGRK qui avait été modifiée pour des opérations sur porte-avions mais n'était jamais entrée en production. Selon les registres, seulement 3 avaient été construits, et tous étaient censés avoir été mis au rebut après la guerre. Vous devez parler à quelqu'un qui est spécialisé dans l'authentification d'avions de guerre, conseilla la bibliothécaire. Ces avions, s'ils sont authentiques, représentent d'importants artefacts historiques. Ils appartiennent à des musées, entre les mains de collectionneurs très sérieux. Miguel quitta la bibliothèque avec une pile d'articles photocopiés et le sentiment grandissant qu'il était dépassé par les événements. Les avions n'étaient pas seulement précieux. Ils étaient historiquement significatifs, ce qui signifiait que des gens seraient très intéressés à les acquérir. Son téléphone sonna lorsqu'il retourna à sa voiture. L'identifiant de l'appelant affichait un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Monsieur Salazar, c'est Richard Hartwell, l'avocat de votre grand-père. J'espère que vous avez eu l'occasion de visiter la propriété. Oui. Nous y sommes allés hier. Bien, bien. Je voulais vous informer que j'ai eu plusieurs demandes concernant le terrain. Il y a une société de développement très intéressée à faire une offre. La poigne de Miguel se resserra sur le téléphone. Quel genre de société de développement? Desert Vista Resorts. Ils cherchent à construire un complexe de golf et spa de luxe dans cette région. L'emplacement est parfait pour leurs besoins, isolé mais accessible, avec ses magnifiques vues sur la montagne. De quel type d'offre parlons-nous? Ils sont prêts à agir rapidement. Vente au comptant au-dessus de la valeur marchande pour un terrain désertique non développé. J'ai les documents préliminaires ici si vous souhaitez les examiner. Miguel pensa au hangar. Caché derrière des piles de voitures, à 3 avions irremplaçables dont personne d'autre ne connaissait l'existence. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, bien sûr, mais je dois mentionner qu'il aimerait avancer rapidement. Les projets de développement comme celui-ci nécessitent une planification approfondie, et ils veulent commencer les travaux avant l'été. Après avoir raccroché, Miguel resta assis dans sa voiture devant la bibliothèque, regardant les gens aller et venir tandis que son esprit s'emballait. La chose intelligente à faire serait de vendre le terrain aux avions dans leur hangar caché, préservé par la dévotion et le dévouement de son grand-père. Comment pourrait-il détruire cet héritage pour un terrain de golf? Ce soir-là, il appela le numéro que la bibliothécaire lui avait donné pour Tom Bradley, un mécanicien de l'armée de l'air à la retraite devenu expert en authentification d'avions de guerre. Salazar, dit Bradley lorsque Miguel expliqua la situation. Votre grand-père était Esteban Salazar? Vous le connaissiez? De réputation. Il était légendaire dans la communauté des avions anciens.
toujours présent au marché aux puces à la recherche de pièces spécifiques, toujours prêt à payer le prix fort pour des pièces authentiques. Nous nous demandions tous sur quoi il travaillait, mais il ne disait jamais rien. Miguel ressentit une étrange fierté en entendant son grand-père décrit avec respect et admiration. Serez-vous prêt à regarder ce qu'il a laissé derrière lui? Mon garçon. Si Esteban Salazar a conservé 3 avions de guerre pendant 60 ans, tu peux être sûr qu'il y a quelque chose de spécial. Quand pouvons-nous nous rencontrer? Ils convinrent de se retrouver à la casse le samedi suivant. Miguel passa le reste de la semaine à essayer d'agir normalement, accomplissant les gestes quotidiens à son atelier tandis que ses pensées restaient concentrées sur le hangar caché et son contenu. Vendredi après-midi, un SUV noir s'arrêta devant son atelier. 2 hommes en costume coûteux en sortirent, et les instincts de Miguel le mirent immédiatement en alerte. Ils ne ressemblaient pas à des clients. Monsieur Salazar, l'homme le plus âgé lui tendit la main. Je suis James Morrison de Desert Vista Resorts. Je crois que notre avocat vous a parlé de la propriété de votre grand-père. Miguel essuya ses mains sur un chiffon d'atelier avant de serrer la main. Je suis toujours en train d'examiner mes options. Bien sûr, bien sûr. Ces choses prennent du temps. J'espérais pouvoir visiter la propriété moi-même, juste pour avoir une meilleure idée du potentiel de développement. Je ne pense pas que ce soit nécessaire pour le moment. Le sourire de Morrison ne faiblit jamais, mais quelque chose de froid scintilla derrière ses yeux. Monsieur Salazar, je comprends que vous puissiez avoir un attachement sentimental à la propriété, mais soyons pratiques. C'est une casse au milieu de nulle part. Quelle utilité pourriez-vous avoir pour 47 acres de ferraille? Miguel soutint son regard fermement. Comme je l'ai dit, je suis toujours en train d'examiner mes options. Après le départ des hommes, Miguel ne put se défaire du sentiment que la visite de Morrison relevait plus de l'intimidation que de la négociation. L'homme avait semblé trop pressé, trop insistant pour quelqu'un effectuant une demande commerciale de routine. Cette nuit-là, Miguel prit une décision qui le surprit lui-même, il n'allait pas vendre le terrain, du moins pas avant d'avoir compris exactement ce que son grand-père lui avait laissé et pourquoi. Les avions faisaient partie de quelque chose de plus grand, une histoire qui avait commencé lors d'une guerre menée avant la naissance de Miguel et s'était terminée dans un hangar du désert où 3 avions attendaient patiemment que quelqu'un comprenne leur signification. Il avait le sentiment que cette compréhension allait lui coûter plus cher qu'il ne l'avait imaginé. Mais certaines choses, comme l'avait dit la lettre de son grand-père, valaient plus que de l'argent. Astérisque astérisque astérisque. Le samedi matin arriva avec le genre de clarté désertique qui rend tout possible. Miguel et Matteo se rendirent à la casse pour rencontrer Tom Bradley. Tous deux étaient silencieux. D'anticipation. Miguel avait passé la nuit à se demander s'il ne commettait pas une terrible erreur en confiant le secret de son grand-père à un inconnu. Mais la bibliothécaire avait garanti la réputation et l'intégrité de Bradley. Ils trouvèrent Bradley qui les attendait près du portail, un homme élancé d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés et aux mains portant les taches permanentes de décennies de travail sur des avions. Il portait une casquette fanée de l'armée de l'air et une expression d'excitation à peine contenue. Vous êtes prêts à écrire l'histoire? Les garçons? Demanda-t-il alors que Miguel déverrouillait la chaîne. La réaction de Bradley à la casse surprit Miguel. Au lieu de rejeter les rangées interminables de véhicules rouillés, le vieux mécanicien les parcourut avec une appréciation évidente, s'arrêtant occasionnellement pour examiner une voiture ou un moteur particulier. Votre grand-père avait l'œil pour la qualité, observa Bradley, passant sa main sur le capot d'une Plymouth Cuda de 1970. Même sa collection automobile témoigne d'une réelle connaissance. Ce n'est pas de la ferraille aléatoire? Ce sont des exemples soigneusement sélectionnés de l'ingénierie américaine. Quand ils arrivèrent au hangar caché, Bradley devint sérieux. Avant d'entrer là-dedans, je veux que vous compreniez quelque chose. Si ce que vous avez décrit est authentique, vous êtes sur le point de devenir les gardiens de pièces irremplaçables de l'histoire américaine. C'est une responsabilité. Pas seulement une opportunité. Miguel hocha la tête, bien qu'il ne soit pas sûr de comprendre pleinement ce que Bradley voulait dire. Au moment où les portes du hangar s'ouvrirent et que les lumières s'allumèrent, le comportement de Bradley changea complètement. Il se dirigea vers l'avion le plus proche avec la révérence d'un homme entrant dans une cathédrale, ses yeux absorbant chaque
Détail du PL-51 Mustang préservé. Mon Dieu, murmura-t-il, s'approchant de l'avion, les mains jointes derrière le dos, comme s'il ne se faisait pas confiance pour ne pas le toucher. Elle est parfaite. Absolument parfaite. Il fit lentement le tour de l'avion, notant des détails invisibles à l'œil non exercé de Miguel, l'état de la peau d'aluminium, l'authenticité du schéma de peinture, le positionnement correct de chaque rivet et ligne de panneau. Ce n'est pas seulement un avion de guerre restauré, dit Bradley, la voix pleine d'admiration. C'est une capsule temporelle. Regardez cette plaque signalétique, installation d'usine d'origine. Les carnets moteurs indiquent 0 heure depuis la révision, datée de 1945. Votre grand-père n'a pas seulement préservé ces avions. Il les a maintenus en état de vol. Lorsque Bradley atteignit le P-82 Twin Mustang, il dut s'asseoir sur un établi voisin. Ses mains tremblaient alors qu'il examinait les plaques d'identification de l'aéronef. Les garçons, dit-il doucement. Savez-vous ce que c'est? Un P-82 Twin Mustang, dit Matteo. Nous avons cherché en ligne. Pas n'importe quel P-82. C'est le numéro de queue 44-65-168, Desert Fox. Elle fut le dernier Twin Mustang à voir le combat, effectuant des missions de reconnaissance au-dessus de la Corée en 1950. Elle fut abattue. Présumée détruite. La voix de Bradley s'épaissit d'émotion. J'ai écrit un article sur cet avion il y a 30 ans. Elle était répertoriée comme disparue, présumée détruite dans toutes les archives historiques. Miguel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Mais elle est ici. Elle est ici, confirma Bradley. Ce qui signifie que votre grand-père a d'une manière ou d'une autre acquis un avion que l'armée pense avoir été perdu au combat. Ils se dirigèrent vers le F-7 FTGRK expérimental, et l'excitation de Bradley atteignit son paroxysme. Il sortit une loupe et examina les plaques signalétiques avec l'intensité d'un enquêteur médico-légal. C'est impossible, marmonna-t-il, recoupant les numéros de série avec un carnet qu'il avait sorti de sa veste. Selon tous les registres que j'ai, ce prototype a été mis au rebut à l'usine Grumman en 1946. Mais il est là aussi, observa Matteo. Bradley leva les yeux vers eux, son expression mêlant l'émerveillement à quelque chose qui s'approchait de la peur. Les garçons, ce que vous avez ici n'est pas seulement une collection d'avions rares. Ce sont des avions qui, selon les archives officielles, n'existent pas. Et cela crée une situation très compliquée. Il passa l'heure suivante à tout documenter, photographier les plaques signalétiques, les numéros de série des moteurs et les détails des modifications qui prouvaient l'authenticité de l'aéronef. Lorsqu'il referma enfin son carnet, son expression était grave. Miguel, je dois te demander quelque chose. Et je veux que tu réfléchisses bien avant de répondre, as-tu parlé de ces avions à quelqu'un d'autre? Seulement à vous. Et la bibliothécaire m'a aidé à les rechercher, mais je ne lui ai pas dit où il se trouvait. Bien. C'est très bien. Bradley essuya son front avec un mouchoir. Ces avions représentent une valeur potentielle de 15 à 20 millions de dollars. Mais plus que cela. Ils sont historiquement significatifs au-delà de toute mesure. Et cela signifie qu'il y a des gens qui feraient presque n'importe quoi pour les obtenir. Quel genre de personnes? Demanda Miguel, bien qu'il soupçonnât déjà la réponse. Des collectionneurs peu scrupuleux qui ne se soucient pas de la provenance, des marchands d'avions militaires qui travaillent dans des zones grises, des agences gouvernementales qui pourraient vouloir récupérer ce qu'elles considèrent comme des biens volés. L'expression de Bradley était sérieuse. Votre grand-père les a gardés. Cachés pendant 60 ans pour de bonnes raisons. Alors qu'il s'apprêtait à verrouiller le hangar, Bradley prit Miguel à part. Je veux vous aider, mais nous devons être très prudents dans la manière dont nous allons procéder. La première chose dont vous avez besoin, c'est d'une documentation appropriée prouvant votre propriété légale. La deuxième chose, c'est de l'aide d'experts pour authentifier et potentiellement restaurer ces avions. Les restaurer, Miguel. Ces avions étaient faits pour voler. Les garder enfermés dans un hangar pour toujours, ce n'est pas de la conservation. C'est juste une autre forme de mort. Mais les rendre de nouveau aptes au vol nécessitera une expertise que vous n'avez pas et de l'argent que vous n'avez probablement pas non plus. En rentrant à Phoenix,
L'esprit de Miguel était en effervescence, plein de possibilités et de problèmes. Les avions valaient une fortune, mais seulement s'il pouvait prouver qu'il en était légalement propriétaire. Ils étaient historiquement importants, mais cette importance attirerait une attention qu'il ne souhaitait peut-être pas. C'étaient des pièces préservées de l'histoire de l'aviation, mais les préserver correctement exigerait des ressources qu'il ne possédait pas. « Papa » dit Matteo alors qu'ils approchaient de la ville. « Que allons-nous faire » C'était une bonne question. Miguel pensa aux promoteurs qui voulaient acheter le terrain, à ses dettes croissantes, aux rêves universitaires de Matteo. Il pensa à la lettre de son grand-père et à la responsabilité de préserver quelque chose de plus grand que lui-même. « Je ne sais pas encore, admit-il, mais nous allons trouver une solution. » Ce soir-là, Miguel appela Tom Bradley. « Je veux aller de l'avant. Avec l'authentification et la restauration, dit-il. Quoi qu'il en coûte. » Bon homme, répondit Bradley. Mais vous allez avoir besoin d'aide. Je connais quelqu'un qui pourrait être parfait. Pour ce projet, une pilote WASP à la retraite nommée Dorothy Martinez. Elle a effectivement piloté des avions comme ceux-ci pendant la guerre. Et si nous voulons faire les choses correctement, vous aurez besoin de quelqu'un qui comprend le processus de documentation historique. Comme qui? Je pense à une étudiante de 3e cycle que je connais à Arizona State. Une fille brillante qui rédige sa thèse sur l'archéologie aéronautique de la Seconde Guerre mondiale. Elle s'appelle Nora Chen, et c'est exactement le genre de personne à qui votre grand-père aurait fait confiance pour son secret. Miguel prit des notes pendant que Bradley lui donnait les coordonnées. 3 avions, 3 experts, et 90 jours avant l'échéance des dettes de son grand-père. Cela semblait impossible, mais en voyant l'expression excitée de Matteo, Miguel réalisa que l'impossible était soudain devenu nécessaire. Passe les appels, dit Miguel. Voyons si nous pouvons ramener ces oiseaux à la vie. Astérisque astérisque astérisque. Dorothy Martinez arriva à la casse un mardi matin qui promettait d'être brûlant l'après-midi. Miguel regarda à travers la clôture grillagée un pick-up Ford de 1965 restauré naviguer sur le chemin de terre, sa peinture turquoise brillant sous le soleil matinal. La femme qui sortit du siège conducteur se déplaçait avec l'économie de mouvement d'une personne qui avait passé des décennies près de machines dangereuses. Elle était petite et nerveuse, probablement dans la mi-quarantaine, avec des cheveux argentés attachés en une queue de cheval. Pratique et des yeux qui semblaient tout embrasser d'un seul coup. Elle portait des bottes de travail, un jean aux plis assez nets pour couper du verre et une veste en cuir qui avait clairement vu des décennies d'utilisation. Vous devez être Miguel, dit-elle en tendant une main dont la poigne aurait pu casser des noix. Tom Bradley me dit que vous avez des oiseaux qui ont besoin d'attention. Oui, madame. J'apprécie que vous soyez venu jusqu'ici. Dorothy regarda autour d'elle dans la casse avec une approbation évidente. Ça me rappelle le cimetière d'avions de Davis Montant. Votre grand-père savait comment organiser les choses correctement. Elle marqua une pause, étudiant le visage de Miguel. Vous lui ressemblez, vous savez. Le même menton têtu. Vous connaissiez mon grand-père, Esteban Salazar? Bien sûr que je le connaissais. Nous avons eu affaire à lui au fil des ans. Il m'appelait quand il avait besoin de pièces spécifiques ou d'informations techniques. Il ne m'a jamais dit sur quoi il travaillait, mais j'ai toujours soupçonné que c'était quelque chose de spécial. Ses yeux brillèrent de curiosité. Tom dit que vous avez trouvé son projet. Miguel la conduisit à travers le labyrinthe de voitures empilées vers le hangar caché, Matteo le suivant, portant une glacière d'eau et de sandwich. La chaleur du désert montait déjà, et Miguel pouvait voir des ondes de chaleur scintiller sur les surfaces métalliques autour d'eux. Quand les portes du hangar s'ouvrirent et que les lumières révélèrent les 3 avions conservés, Dorothy Martinez fit quelque chose que Miguel n'avait pas prévu. Elle rit, non pas d'humour, mais de pure joie, le son résonnant sur les murs métalliques comme de la musique. Espèce de magnifique vieille enfoirée, dit-elle au vide, s'adressant probablement au grand-père de Miguel. Tu l'as vraiment fait. Elle s'approcha du PL51 Mustang en premier. Son œil exercé cataloguant immédiatement des détails qui ne signifiaient rien pour Miguel, mais qui lui en disaient clairement long. Elle passa ses doigts le long du bord d'attaque de l'aile. Testant les surfaces de contrôle, examinant le moyeu de l'hélice avec l'attention d'un chirurgien.
C'est un modèle D, probablement construit début 45, dit-elle sans lever les yeux. Elle a toujours son moteur Merlin d'origine. On peut le voir à la configuration des échappements. Et regardez ce schéma de peinture. Ce n'est pas un travail de restauration. C'est une application d'usine d'origine. Miguel l'observait travailler, impressionné par l'étendue de ses connaissances et l'affection évidente dans sa voix lorsqu'elle parlait de l'avion. Tom a dit que vous aviez piloté des avions comme celui-ci pendant la guerre. Je les ai pilotés, transportés, testés après maintenance, j'en ai craché quelques-uns. Dorothy sourit, l'expression transformant ses traits. Buriné. J'étais avec les WASP, Women Air Force Service Pilots. Nous avons piloté tout ce que l'Air Force possédait, livré de nouveaux avions des usines aux bases, remorqué des cibles pour l'entraînement au tir, testé des avions réparés pour s'assurer qu'ils étaient sûrs pour les garçons. Elle se dirigea vers le PI-82 Twin Mustang, et son attitude devint plus sérieuse. Maintenant. Ceci est quelque chose de spécial. Je n'en ai piloté qu'un, et une seule fois. Ils étaient expérimentaux quand j'étais active. Trop nouveaux, trop compliqués, trop précieux pour nous les confier. À nous les filles. L'amertume dans sa voix avait des décennies, mais était toujours aussi vive. Mais vous pourriez le piloter maintenant ? Demanda Matteo. Dorothy regarda l'adolescent avec amusement. Mon garçon, un pilote n'oublie jamais comment voler. La question n'est pas de savoir si je le pourrais, mais si ces vieux os le devraient. Lorsqu'elle arriva au F-7 FTGRK expérimental, Dorothy se tut. Elle fit 2 fois le tour de l'avion avant de parler, son expression devenant de plus en plus étonnée. Miguel, comprends-tu ce que c'est ? Tom a dit que c'était une sorte de prototype. C'est le saint graal du développement de l'aviation embarquée. Dorothy sortit des lunettes de lecture et examina les plaques signalétiques. C'est la variante F7F3N. Ils essayaient de créer le chasseur de nuit ultime pour les opérations sur porte-avions, 2 moteurs, capacité d'interception radar, armement de canon. Seulement 3 ont été construits. Elle ouvrit un dossier qu'elle avait apporté, révélant des pages de notes manuscrites et de documents techniques photocopiés. J'ai fait des recherches sur les activités de votre grand-père. Depuis que Tom m'a appelé. Esteban n'était pas seulement un collectionneur. Il était lié à des personnes au sein de l'armée qui partageaient sa passion pour la préservation de l'histoire de l'aviation. Miguel sentit les pièces du puzzle s'assembler. Quel genre de personnes ? Des pilotes d'essai, des mécaniciens, même des officiers qui croyaient que ces avions étaient trop importants pour être mis à la ferraille. Après la guerre, il y avait une énorme pression pour détruire les avions expérimentaux afin d'empêcher que la technologie ne tombe entre les mains de l'ennemi. Votre grand-père semble avoir fait partie d'un réseau informel qui a sauvé les exemples les plus significatifs. Dorothy montra à Miguel ses dossiers de recherche, qui contenaient des correspondances entre son grand-père et divers militaires datant de 1946 à 1980. Les lettres parlaient en langage codé de projets de conservation et de documentation historique, mais le sens était clair. Esteban Salazar avait systématiquement sauvé des avions qui auraient autrement été détruits. La question, dit Dorothy en fermant le dossier, est de savoir ce que nous allons en faire. Maintenant. Nous voulons les restaurer, dit Matteo avant que Miguel ne puisse répondre. Les rendre de nouveau aptes au vol. Dorothy sourit devant l'enthousiasme du garçon. C'est un noble objectif, mais ce n'est pas simple. Chacun de ces avions nécessitera des centaines d'heures de travail et des milliers de dollars en pièces et matériaux. Et c'est en supposant que nous puissions trouver des personnes qualifiées pour faire le travail. De quoi auriez-vous besoin ? Demanda Miguel. Dorothy sortit un carnet et commença à faire des listes. Pour commencer. Des révisions complètes des moteurs. Ces Merlins n'ont pas fonctionné depuis des décennies. Chaque joint scellé et chaque conduite de fluide devront être remplacés. Les systèmes hydrauliques devront être reconstruits. Tous les composants en caoutchouc aux pneus, tuyaux, joints se seront dégradés au-delà de l'utilisation. Elle continua à documenter les exigences, mises à jour de l'avionique. Pour répondre aux normes de sécurité aérienne modernes, inspection structurelle pour assurer l'aptitude au vol, révision des hélices, réhabilitation du système de carburant. La liste s'allongeait à mesure qu'ils examinaient chaque avion.
De manière conservatrice, dit Dorothy, additionnant des estimations approximatives, vous envisagez un minimum de 300 000 $ pour rendre les 3 avions aptes au vol, et cela suppose que nous puissions trouver les pièces et l'expertise dont nous avons besoin. Miguel sentit ses espoirs s'amenuiser. Même si les avions valaient des millions. Il n'avait pas des centaines de milliers à investir dans la restauration. Mais Dorothy continua, il pourrait y avoir une autre solution. Elle expliqua que la communauté des avions anciens était petite et passionnée, avec des collectionneurs et des passionnés désireux d'investir dans des projets de restauration importants en échange d'accords de partenariat. Les musées et les institutions éducatives fournissaient parfois des fonds pour des avions historiquement importants en échange de droits d'affichage ou d'accès éducatif. Et il existe des subventions pour les projets qui préservent l'histoire de l'aviation militaire, ajouta-t-elle. La documentation de votre grand-père pourrait rendre ces avions éligibles à des financements d'organisations d'anciens combattants et de sociétés historiques. Alors qu'il s'apprêtait à quitter le hangar, Dorothy se tourna vers Miguel avec une expression mêlant défi et encouragement. Ce ne sera pas facile, et ce ne sera pas bon marché. Mais si vous êtes sérieux quant à honorer l'héritage de votre grand-père, je vous aiderai. Ces avions méritent de voler à nouveau. Miguel regarda les 3 avions de guerre préservés. Pensant aux décennies de dévouement solitaire de son grand-père, à l'excitation de Matteo, à la responsabilité de préserver quelque chose de plus grand que lui-même. Quand commençons-nous ? Demanda-t-il. Dorothy sourit. Et si c'était demain ? Et Miguel, nous allons avoir besoin d'aide. Tom a mentionné une étudiante diplômée qui pourrait être parfaite pour ce projet. Quelqu'un qui comprend à la fois l'importance historique et les exigences de documentation. Nora Chen, c'est celle-là. Si elle est à moitié aussi bonne que Tom le dit, elle sera inestimable pour prouver l'authenticité et l'importance historique de ces avions. Dorothy rassembla ses papiers et se dirigea vers la porte. Appelle-la ce soir. Dis-lui que Dorothy Martinez se porte garante de la légitimité du projet. Cela devrait attirer son attention. Alors que Miguel fermait le hangar à clé, il sentit le poids de l'engagement s'installer sur ses épaules. Il n'était plus seulement l'héritier du secret de son grand-père, il devenait le gardien d'un héritage qui remontait à une guerre menée avant sa naissance et se projetait vers des générations qui apprendraient le courage à travers le rugissement de moteurs restaurés. Astérisque astérisque astérisque. Miguel fixait le journal de guerre de son grand-père jusqu'à ce que les mots se brouillent sur les pages jaunies. Il l'avait trouvé caché derrière un panneau desserré dans l'établi du hangar, enveloppé dans un tissu huilé et conservé aussi soigneusement que les avions eux-mêmes. Le livre relié en cuir contenait des entrées datant de 1944 à 1946, écrites de la main soignée de son grand-père, documentant non seulement les travaux d'entretien mais aussi des réflexions émotionnelles sur la guerre et les hommes qui pilotaient ces machines. 15 mars 1945, lisait une entrée. Nous avons perdu Charlie Morrison aujourd'hui au-dessus de Berlin. Son PS-51, BTS Dream, est revenu sans lui. Moteur endommagé, impact de balle dans les ailes, mais elle est rentrée toute seule. Comment démanteler un avion qui a tant lutté pour sauver son pilote ? Comment fondre le courage ? Miguel ressentit un frisson en lisant les mots de son grand-père. Le PS-51 dans le hangar portait le nom BTS Dream sur son fuselage, le même avion mentionné dans cette entrée de journal vieille de plusieurs décennies. Nora Chen était arrivée ce matin-là avec un enthousiasme qui rappelait à Miguel celui de Matteo, mais tempéré par une rigueur académique qui impressionnait même Dorothy. L'étudiante doctorante était âgée d'une vingtaine d'années, avec des cheveux noirs généralement attachés en une queue de cheval pratique, et des mains qui bougeaient expressivement lorsqu'elle expliquait des concepts historiques. Elle était venue de Tempe dans une Honda Civic chargée de matériel de recherche, d'appareils photo et d'ordinateurs portables. C'est extraordinaire, dit Nora, photographiant des pages du journal. Documentation de sources primaires sur les efforts de préservation d'aéronefs immédiatement après la guerre. Cela pourrait fondamentalement changer notre compréhension de l'élimination des surplus militaires après les conflits. Elle avait passé la semaine précédente à faire des recherches sur le cadre juridique de l'héritage de Miguel, travaillant avec les avocats de l'université pour s'assurer que tout projet de restauration serait conforme aux réglementations fédérales régissant les avions historiques. Ses premières conclusions étaient encourageantes, Esteban Salazar avait
Acquis les avions par des voies légitimes de surplus militaire avec une documentation établissant une propriété légale claire. Votre grand-père était méticuleux en matière de paperasse. Expliqua Nora, montrant à Miguel des dossiers de correspondance et de reçus d'achat. Chaque transaction est documentée, chaque modification enregistrée, chaque action d'entretien consignée. Ce niveau de documentation est sans précédent pour des avions de guerre détenus par des civils. Miguel continua de lire le journal pendant que Nora travaillait. Chaque entrée révélait davantage la motivation de son grand-père pour la préservation des avions. Le journal n'était pas seulement un carnet d'entretien, c'était un mémorial aux pilotes tombés, un témoignage du lien entre les aviateurs et leurs machines. 8 juin 1945, lisez une autre entrée. La guerre en Europe est terminée, mais il continue de tout mettre à la ferraille. Je les ai vus découper un BE-17 hier. Type Memphis Belle, vétéran de 30 missions au-dessus de l'Allemagne. Le chef d'équipe pleurait en la faisant passer au fourneau, disant qu'elle avait ramené ses garçons à la maison à chaque fois. Et c'est ainsi que l'Amérique la remerciait. Dorothy trouva Miguel assis sur le sol du hangar, le journal ouvert sur ses genoux. « Lecture difficile ?» demanda-t-elle, s'asseyant à côté de lui. Avec les mouvements prudents de quelqu'un dont les articulations avaient accumulé des décennies d'usage intensif. « Je ne l'ai jamais compris, » dit Miguel doucement. « Quand j'étais jeune. Il me semblait si distant, si concentré sur cet endroit que je pensais qu'il se souciait plus de la ferraille que de sa famille. Mais en lisant ceci, il ne collectionnait pas de la ferraille. Il sauvait des vies, ou du moins la mémoire des vies. » Dorothy hocha la tête, ses yeux reflétant une compréhension née d'une expérience partagée. Les hommes de cette génération ne parlaient pas de la guerre comme nous le faisons maintenant. Ils ne pouvaient pas expliquer pourquoi voir un PE-51 mis au rebut leur donnait l'impression de voir un camarade mourir à nouveau. Alors, ils ont simplement fait ce qu'ils croyaient juste et ont espéré qu'un jour quelqu'un comprendrait. Matteo sortit de sous le Tigerka expérimental, où il avait aidé Nora à documenter les modifications uniques de l'avion. Son visage était couvert de poussière et d'huile, mais ses yeux brillaient d'excitation. « Papa, il faut que tu vois ça, » dit-il, brandissant une petite plaque métallique. Nora l'a trouvée boulonnée à l'intérieur du cockpit. C'est comme une plaque de dédicace. Miguel examina la plaque de laiton, qui portait une inscription gravée, en mémoire des hommes qui ont piloté ces oiseaux au péril de leur vie, et dans l'espoir que les générations futures se souviendront de leur courage. Salazar, 1946. Il ne se contentait pas de préserver des avions, dit Nora, la voix remplie d'admiration. Il créait un mémorial. Chacun de ces avions représente des pilotes spécifiques qui ont été tués au combat. La documentation montre qu'il a recherché l'histoire de combat de chaque avion qu'il a acquis, apprenant les noms et les histoires des hommes qui les ont pilotés. Au fur et à mesure que la journée avançait, l'équipe fit des découvertes remarquables. Des compartiments cachés dans le hangar contenaient des documents supplémentaires, des lettres de famille de pilotes remerciant Esteban d'avoir préservé les avions d'eux. Leurs proches, des correspondances avec d'autres collectionneurs travaillant à sauver des avions historiquement significatifs, et des plans détaillés pour la création éventuelle d'un musée commémoratif. Cela change tout, dit Dorothy, examinant les plans d'un musée de l'aviation proposé qu'Esteban avait dessiné dans les années 1960. Votre grand-père ne voyait pas cela comme une collection privée. Il le voyait comme la fondation de quelque chose de plus grand. Miguel sentit le poids de la responsabilité s'alourdir à chaque révélation. Son grand-père avait passé 40 ans non seulement à préserver des avions, mais à documenter leurs histoires, à honorer leurs pilotes et à planifier leur exposition publique éventuelle. Le hangar caché n'était pas seulement un entrepôt. C'était un sanctuaire au sacrifice et à l'héroïsme. Nous ne pouvons pas simplement restaurer ces avions, dit Miguel, regardant son équipe improbable. Nous devons honorer ce qu'il essayait de faire. La recherche de Nora avait révélé un autre détail crucial, le Tigerka expérimental était le seul exemplaire survivant de son type, ce qui le rendait non seulement précieux, mais historiquement irremplaçable. Des musées du monde entier paieraient des sommes énormes pour avoir l'opportunité d'exposer un avion aussi rare. Mais il y a un problème, dit Nora, montrant à Miguel une correspondance qu'elle avait découverte. La nouvelle de la découverte se répand. J'ai reçu 3 appels cette semaine de courtiers en avion s'enquérant d'avions de guerre.
Rare en Arizona. Quelqu'un divulgue des informations sur ce que vous avez trouvé. L'expression de Dorothy devint grave. La communauté des avions anciens est petite. Les nouvelles voyagent vite. Et tout le monde dans ce milieu n'opère pas de manière éthique. Si les mauvaises personnes apprennent l'existence de ces avions. Elle fut interrompue par le bruit de véhicules s'approchant de la casse. À travers les petites fenêtres du hangar, Miguel pouvait voir 2 SUV noirs se garer près du portail. « Vous attendez de la compagnie ?» demanda Dorothy. Miguel secoua la tête. Mais il reconnut l'un des véhicules. C'est le promoteur qui veut acheter le terrain. Ils regardèrent James Morrison et 3 autres hommes sortir des SUV. Même de loin, Miguel pouvait voir que ce n'étaient pas des consultants en développement. Ils se déplaçaient avec l'assurance volontaire de personnes habituées à obtenir ce qu'elles voulaient par l'intimidation. Ils ne sont pas là pour l'immobilier, observa Dorothy d'un ton sombre. Pas avec ce genre de renfort. Miguel sentit son estomac se nouer alors que les implications devenaient claires, quelqu'un avait parlé des avions. À Morrison, et l'intérêt du promoteur pour le terrain n'avait rien à voir avec la construction d'un complexe. Il voulait les avions. Il faut qu'on sorte d'ici, dit Nora, commençant déjà à ranger son matériel de recherche. S'il nous trouve ici avec les avions. Non, dit fermement Miguel. C'est ma propriété, et ce sont les avions de mon grand-père. Je ne m'enfuis pas. Dorothy étudia les hommes qui approchaient par la fenêtre. Miguel, ce ne sont pas des hommes d'affaires qui viennent négocier. Ils sont là pour prendre ce qu'ils veulent, et ils ne se soucient probablement pas beaucoup des formalités légales. Alors que les hommes s'approchaient des portes du hangar, Miguel prit une décision qui le surprit lui-même. Il n'allait pas laisser qui que ce soit l'intimider pour qu'il abandonne l'héritage de son grand-père, mais il n'était pas non plus assez stupide pour affronter 4 étrangers hostiles sans renfort. « Matteo, appelle Tom Bradley. » dit-il doucement. « Dis-lui que nous avons besoin d'aide, tout de suite. » Dorothy, y a-t-il une autre sortie d'ici? Il y a une porte arrière qui mène à l'atelier, répondit-elle. Mais Miguel, je ne laisse pas ces avions sans défense, dit Miguel, l'obstination de son grand-père s'affirmant à travers les générations. Mais je ne laisse pas non plus mon fils se faire blesser à cause de mes décisions. Dehors, les hommes avaient atteint les portes du hangar. Miguel pouvait entendre la voix de Morrison, qui n'était plus amicale et persuasive, mais froide et exigeante. « Monsieur Salazar, nous savons que vous êtes là. Nous devons parler. » Les coups sur les portes du hangar résonnèrent dans le bâtiment métallique comme des coups de feu. Le cœur de Miguel battait la chamade alors qu'il réalisait que Morrison et ses hommes n'allaient pas attendre une invitation. Par la petite fenêtre, il les vit examiner les lourds cadenas qui sécurisaient l'entrée. « Porte arrière maintenant, » murmura Dorothy d'urgence. Mais Miguel leva la main. « Attendez, dit-il, sortant son téléphone. Je veux enregistrer ça. » Miguel ? Ce n'est pas le moment de rassembler des preuves, protesta Nora. Mais il activait déjà la caméra vidéo de son téléphone. Le bruit du métal contre le métal emplit l'air alors que les hommes de Morrison commençaient à travailler sur les serrures avec ce qui ressemblait à des coupes-boulons. Miguel se positionna de manière à pouvoir filmer par la fenêtre tout en restant hors de vue. « Monsieur Salazar » appela Morrison, sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi. « Je sais que vous êtes là. Nous avons trouvé les numéros d'immatriculation des avions dans les dossiers de votre grand-père. Nous devons discuter des questions de propriété. » Le sang de Miguel se glaça. Numéro d'immatriculation d'avion, dossier de son grand-père? Comment Morrison avait-il eu accès à des documents privés? Le premier cadenas céda avec un claquement sec, suivi rapidement par le second. Alors que les hommes de Morrison travaillaient sur le 3e cadenas, Miguel aperçut quelque chose qui lui coupa le souffle. L'un des hommes portait un gilet tactique de style militaire, et un autre tenait ce qui ressemblait à des documents juridiques. « Ce n'est pas une arnaque, » murmura Miguel aux autres. « Ils pensent avoir une revendication légale sur les avions. » Les portes du hangar s'ouvrirent, inondant l'espace de la lumière du soleil. Du désert. Morrison entra le premier, suivi de 3 hommes qui n'étaient décidément pas des promoteurs immobiliers. Le chef était grand et mince, aux cheveux argentés et l'allure d'un officier de carrière.
Derrière lui venaient deux hommes plus jeunes qui se déplaçaient avec l'efficacité et la vigilance de la sécurité privée. « Monsieur Salazar » dit Morrison, apercevant Miguel. Immédiatement. « Je suis content que vous ayez décidé de rester. Nous avons beaucoup à discuter. » Miguel s'avança, gardant la caméra de son téléphone enregistrée malgré ses mains tremblantes. « C'est une propriété privée. Vous êtes en train de violer. » L'homme à l'allure militaire rit, un rire sans humour. « Propriété privée, monsieur Salazar ? Ces avions ont été volés au gouvernement des États-Unis en 1946. Votre grand-père était un voleur, et vous êtes en possession de biens fédéraux volés. » C'est un mensonge, dit Miguel. Mais même en parlant, le doute s'insinua dans sa voix. Le journal de son grand-père avait mentionné l'acquisition d'avions par des voies non officielles. L'homme sortit un dossier épais de documents d'allure officielle. « Je suis le colonel William Foster, retraité de l'armée de l'air. J'ai passé 30 ans à retrouver les avions disparus des opérations de surplus militaire après la Seconde Guerre mondiale. Le PI-82 Twin Mustang de votre grand-père a été déclaré détruit en transit vers une casse en 1946, mais il n'est jamais arrivé pour la démolition. » Foster s'approcha du Twin Mustang, passant sa main sur son aile avec la familiarité du propriétaire. Numéro de série 44-65-168, Desert Fox. Elle était censée être découpée en lingots d'aluminium, mais le sergent Esteban Salazar a déposé de faux rapports de transport et l'a détournée ici à la place. Vous ne pouvez pas prouver ça, intervint Dorothy. Mais Foster se tourna vers elle avec un sourire froid. En fait, je le peux. Nous avons trouvé le dossier de service du sergent Salazar et sa correspondance avec d'autres militaires impliqués dans des opérations de vol similaires. Votre grand-père faisait partie d'une conspiration visant à voler des avions expérimentaux au gouvernement. Nora s'avança, sa formation universitaire l'emportant sur sa peur. Même si c'était vrai, le délai de prescription des accusations de vol aurait expiré il y a des décennies. Et monsieur Salazar a un titre de propriété clair sur ce terrain et tout ce qu'il contient. L'expression de Foster devint plus dure. Mademoiselle, ce ne sont pas des biens volés ordinaires. Ce sont des avions militaires classifiés contenant une technologie considérée comme un secret d'État. Il n'y a pas de prescription pour les vols liés à l'espionnage. Miguel sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tout ce qu'il avait cru sur les nobles efforts de préservation de son grand-père était en train d'être recadré comme une activité criminelle. Mais quelque chose dans le récit de Foster ne sonnait pas juste. Si ces avions sont si classifiés et précieux, dit Miguel, pourquoi le gouvernement ne les a-t-il pas cherchés pendant 60 ans? Pourquoi se présenter maintenant par l'intermédiaire d'un promoteur immobilier au lieu des canaux officiels? Foster et Morrison échangèrent un regard qui dura juste un instant de trop. Dans ce bref regard, Miguel vit quelque chose qui lui donna de l'espoir, une incertitude, peut-être, voire une tromperie. Le gouvernement a cherché, dit Foster, mais sa voix manquait de conviction. Ces avions représentent des millions de dollars d'investissement des contribuables. Ils appartiennent à des musées militaires, pas cachés dans des collections privées. Matteo, qui était resté silencieux pendant toute la confrontation, prit soudain la parole. Si vous travaillez vraiment pour le gouvernement, où sont vos badges? Où est votre mandat? La mâchoire de Foster se contracta. C'est une enquête préliminaire. Nous sommes ici pour évaluer la situation et déterminer la meilleure marche à suivre, c'est pourquoi, ajouta Morrison d'une voix suave. Nous sommes prêts à offrir un règlement raisonnable. Monsieur Salazar peut garder le terrain et recevoir une juste compensation pour sa coopération en restituant l'avion à ses propriétaires. Légitime. Le téléphone de Miguel continuait d'enregistrer, capturant chaque mot de l'échange. Quelque chose dans la façon dont Morrison et Foster interagissaient suggérait qu'ils n'étaient pas dus tous des agents gouvernementaux, mais des opérateurs privés avec leur propre agenda. Je veux voir des documents officiels, dit Miguel. Une pièce d'identité gouvernementale, des mandats légaux. Des preuves que vous avez l'autorité de faire ces réclamations. Foster fouilla dans sa veste, et un instant, Miguel pensa qu'il allait chercher ses papiers. Au lieu de cela, il sortit une épaisse enveloppe en papier et la laissa tomber sur le sol du hangar.
Ce sont des copies des dossiers de service de votre grand-père et les rapports de vol originaux, dit Foster. Tout ce dont vous avez besoin pour comprendre que ces avions appartiennent au gouvernement des États-Unis, et leur possession fait de vous un complice de vol de propriété fédérale. Miguel ramassa l'enveloppe, les mains tremblantes alors qu'il examinait les documents. Ils avaient l'air officiels, en-tête militaire, SOS officiel, rapport dactylographie détaillant le vol et la dissimulation de 3 avions expérimentaux par le sergent Esteban Salazar et ses complices. Mais en étudiant les papiers, Miguel remarqua quelque chose d'étrange. Les dates étaient cohérentes. Les signatures semblaient authentiques, mais le papier lui-même était trop blanc, trop net pour des documents censés avoir 70 ans. Ce n'étaient pas des copies de documents originaux. C'étaient des faux, et récents. Ce sont des faux, dit Miguel doucement. Pardon ? La voix de Foster avait un ton dangereux. Ces documents sont des faux. Le papier, l'impression, ils ne datent pas de 1946. Miguel leva les yeux vers Foster avec une confiance grandissante. Vous n'êtes pas des agents gouvernementaux. Vous êtes des escrocs. Morrison s'avança, son air amical complètement disparu. Monsieur Salazar, je crois que vous faites une grave erreur. Ces hommes ont une autorité officielle. Non, ils n'en ont pas, interrompit Dorothy. Elle avait examiné l'avion pendant que les autres se disputaient, et maintenant elle tenait une petite plaque métallique qu'elle avait retirée du Tigerka expérimental. Cet avion a un numéro d'immatriculation civile qui a été délivré à Esteban Salazar en 1947. Immatriculation légale, propriété légale, dûment documentée auprès de l'administration de l'aéronautique civile. Elle montra à Miguel la plaque, qui portait un numéro identifiant clairement l'avion comme propriété civile. Votre grand-père n'a pas volé ces avions. Il les a achetés légalement auprès des surplus militaires, tout comme des milliers d'autres avions. Après la guerre, le visage de Foster était devenu pâle. Cette immatriculation est frauduleuse. En fait, dit Nora, sortant son ordinateur portable. Je peux vérifier l'immatriculation. Tout de suite via la base de données de la FAA. Ses doigts volèrent sur le clavier alors qu'elle accédait aux registres fédéraux des avions. Après un instant, elle leva les yeux avec un sourire. Les 3 avions sont enregistrés au nom d'Esteban Salazar avec une chaîne de titres clairs datant de 1946 et 1947. Achats légaux auprès des opérations de surplus militaires. Le silence qui s'ensuivit ne fut brisé que par le sifflement du vent du désert à travers les interstices du hangar. Foster et Morrison se regardèrent avec des expressions qui confirmèrent les soupçons de Miguel. Ils n'étaient pas des agents gouvernementaux. C'étaient des voleurs pris à leur propre jeu de dupes. Je pense, dit Miguel, tenant toujours son téléphone enregistreur, que vous messieurs devez quitter ma propriété maintenant. L'allure militaire de Foster se fissura, révélant quelque chose de plus laid. Ce n'est pas fini, Salazar. Ces avions valent 15 millions de dollars. Des gens tueraient pour moins que ça. C'est une menace ? Demanda Miguel, s'assurant que le microphone de son téléphone captait chaque mot. Morrison attrapa le bras de Foster. Nous devrions partir. Nous pouvons discuter de cela par les voies légales appropriées. Alors que les 4 hommes se dirigeaient vers les portes du hangar, Foster se retourna une dernière fois. Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous avez affaire, Salazar. Ces avions ont attiré l'attention de personnes bien plus dangereuses que nous. Après leur départ, Miguel, Dorothy étaient réels. Les avions lui appartenaient légalement. Et Miguel était déterminé à ne laisser personne voler l'héritage de sa famille par l'intimidation ou la fraude. Nous allons restaurer ces avions, dit-il fermement, et nous allons le faire rapidement, avant que quelqu'un d'autre n'essaie de nous les prendre. Astérisque astérisque astérisque. L'atelier bourdonnait d'activité à l'aube du désert. Miguel avait converti le bâtiment principal de son grand-père en centre de contrôle pour le projet de restauration, Dorothy coordonnant les travaux moteurs, Nora gérant la documentation historique. Et Matteo appliquant ses compétences en menuiserie pour fabriquer des panneaux d'ailes de remplacement. Il leur restait exactement 37 jours avant la date limite de forclusion, et chaque heure comptait. Tom Bradley était arrivé avant le lever du soleil avec une remorque pleine d'outils spécialisés et 2 mécaniciens supplémentaires en qui il avait une confiance totale. La communauté des
Avions anciens s'étaient ralliés au projet une fois que la nouvelle de l'authentification et des menaces légales s'était répandue. Des dons de main-d'œuvre, de pièces et d'expertise affluaient d'eux. Collectionneurs et de passionnés de tout le sud-ouest. Le moteur Merlin du PS51 est en meilleur état que nous l'espérions, rapporta Dorothy, les mains noires d'huile en sortant de dessous le capot. Votre grand-père a dû le préserver avec de la cosmoline. Tout l'intérieur est parfait. Nous pouvons la faire fonctionner d'ici la semaine. Miguel ressentit une vague de fierté et de gratitude envers ce grand-père qu'il n'avait jamais vraiment connu. Chaque jour de travail de restauration révélait de nouvelles preuves de l'expertise mécanique d'Esteban Salazar et de son dévouement à la préservation. Les avions n'étaient pas simplement stockés. Ils avaient été maintenus dans un état d'animation suspendu, prêts à reprendre vie après des décennies d'attente patiente. Le Tigerka expérimental présentait des défis plus importants. Sa configuration bimoteur exigeait des connaissances spécialisées que même Dorothy et Tom avaient dû rechercher intensivement. Nora avait contacté le National Air and Space Museum de la Smithsonian, dont les conservateurs avaient fourni des dessins techniques et des manuels d'entretien qui n'avaient pas vu le jour depuis 1946. Cet avion représente un développement crucial dans l'aviation embarquée, expliqua Nora à une équipe de documentaristes venus filmer la restauration. Si nous parvenons à le rendre apte au vol, il sera le seul exemplaire volant de ce type expérimental au monde. L'équipe de documentaristes faisait partie de la stratégie de Nora pour protéger l'avion par une exposition publique. Plus les gens seraient informés du projet de restauration légitime, plus il serait difficile pour des criminels comme Foster de faire de futures réclamations contre les avions. Matteo s'était lancé dans le projet avec l'intensité d'un adolescent, travaillant 12 heures par jour, apprenant des compétences que son arrière-grand-père aurait admirées. Sa précision avec les outils de menuiserie s'était parfaitement traduite dans la restauration d'avions, et il était devenu l'assistant le plus fiable de Dorothy pour les travaux de détail. « Regarde ça, dit-il, montrant à Miguel un panneau d'ailes qu'il avait restauré. La peau d'aluminium brillait comme un bijou, chaque rivet parfaitement aligné, chaque surface lisse et droite. La note de l'arrière-grand-père disait: ce panneau a été endommagé par des tirs de DCA au-dessus de l'Allemagne. Je l'ai reconstruit exactement comme il l'avait décrit dans son journal. Miguel regarda son fils travailler avec des outils qui avaient appartenu à 3 générations d'hommes Salazar, voyant des liens qui s'étendaient sur des décennies d'histoire familiale. Quoi qu'il arrive avec la restauration, Matteo avait trouvé quelque chose de précieux dans le processus, un lien avec son héritage et une fierté pour le travail artisanal qualifié. Mais tout ne se passait pas sans accroc. Le 23e jour, Miguel arriva à la casse et découvrit que quelqu'un avait tenté de pénétrer dans le hangar pendant la nuit. Les serrures n'avaient pas été forcées, mais des marques d'outils autour des cadres de porte montraient que des professionnels avaient tenté d'entrer. Ils deviennent plus audacieux, observa Tom Bradley d'un ton sombre, examinant les rayures sur le métal. Et plus sophistiqués. Ce ne sont pas les mêmes amateurs qui ont essayé de nous arnaquer avec de faux documents. Miguel avait installé des caméras de sécurité après la visite de Foster, mais quiconque avait tenté l'effraction avait évité les angles de caméra avec une précision qui suggérait une surveillance et une planification. Le message était clair, quelqu'un observait le projet de restauration et attendait une opportunité. Nous devons accélérer le calendrier, déclara Dorothy lors de leur réunion de planification quotidienne. Si nous pouvons faire voler au moins un avion et le documenter publiquement, il devient beaucoup plus difficile pour quiconque de revendiquer la propriété ou de les voler discrètement. L'équipe concentra ses efforts sur le PS51 Mustang BTS Dream, qui était le plus proche de l'état de vol. Travaillant par équipe 24 heures sur 24, ils reconstruisirent le moteur, restaurèrent les systèmes hydrauliques et mirent à jour l'avionique pour répondre aux exigences de sécurité modernes tout en préservant l'authenticité historique de l'avion. L'atelier de réparation automobile de Miguel était devenu secondaire par rapport au projet de restauration. Il avait refusé les clients habituels et délégué les réparations de base à Matteo, qui conciliait le lycée avec des responsabilités croissantes dans les deux entreprises. La pression financière était énorme, les pièces et les matériaux pour la restauration étaient coûteux, et le revenu régulier de Miguel avait pratiquement disparu. Nous pourrions vendre l'un des avions pour financer la restauration des 2 autres, suggéra Nora lors d'une semaine particulièrement difficile où l'argent manquait. Même un PS51 non volant rapporterait suffisamment d'argent.
pour achever le projet. Non, dit Miguel fermement. Mon grand-père les a gardés ensemble pendant 60 ans. Nous ne démembrerons pas la collection. Sa détermination obstinée rappela si fortement Dorothy à Esteban Salazar qu'elle devait parfois se rappeler qu'elle travaillait avec le petit-fils, pas le grand-père qu'elle avait connu des décennies plus tôt. Le 30e jour. La catastrophe frappa. Un envoi de pièces contenant des composants moteurs essentiels pour le Twin Mustang disparu en transit. Les informations de suivi indiquaient que le colis avait été livré à la casse, mais il n'arriva jamais. Sans ces pièces, la restauration du PE82 serait retardée de semaines, voire de mois. Ce n'était pas un vol aléatoire, dit Tom Bradley d'un ton sombre. Quelqu'un a intercepté cet envoi spécifiquement pour saboter notre calendrier. Miguel sentit les murs se refermer sur lui. Il restait peu de jours, et il n'était pas plus près de rendre l'avion le plus précieux apte au vol. La date limite de forclusion approchait, et ses créanciers n'acceptaient plus les promesses de vente d'avions futurs. Ce soir-là, alors que Miguel était assis dans l'atelier de son grand-père, entouré de manuels de vol et de guides de restauration, il se retrouva à relire le journal du vieil homme. Vers la fin, dans des entrées de 1946, il découvrit quelque chose qui changea tout. 4 juillet 1946, avait écrit son grand-père, Charlie Morrison aurait eu 23 ans aujourd'hui. Au lieu de célébrer l'indépendance, je pense à l'indépendance que son sacrifice nous a tous achetés. Betty S. Dream est dans le hangar, attendant quelqu'un qui comprend que la liberté n'est pas gratuite, et que certaines dettes ne peuvent jamais être remboursées. Si quelqu'un lit ceci un jour, rappelez-vous que ces oiseaux ne sont pas que des machines, ce sont des monuments au courage. Ils méritent de voler à nouveau, non pour l'argent ou la gloire, mais pour la mémoire. Miguel referma le journal, comprenant enfin pourquoi son grand-père avait passé toute sa vie à préserver ses avions. Ce n'étaient pas des investissements ou des objets de collection. C'était une confiance sacrée, une responsabilité d'honorer le sacrifice et de préserver le courage pour les générations futures. Il trouva Dorothy dans le hangar, travaillant à la lampe sur le régulateur d'hélice du P-51. Malgré son âge, elle avait fait des journées de 16 heures, animée par le même sens de la mission qui avait motivé son grand-père. Nous allons les faire voler, dit Miguel doucement. Les 3 avions en même temps. Un vol en formation qui montrera au monde ce que mon grand-père a préservé. Dorothy leva les yeux de son travail, tachée de graisser. Épuisée, mais toujours aussi lucide. Miguel, nous n'avons pas le temps de rendre les 3 aptes au vol. Le PE-51 est presque prêt, mais les autres? Alors nous allons trouver le temps. Nous allons travailler sans relâche. Nous allons solliciter toutes les faveurs. Nous allons faire tout ce qu'il faut. La voix de Miguel portait la détermination d'un homme qui avait trouvé son but. Mon grand-père a passé 60 ans à attendre que quelqu'un comprenne ce qu'il conservait. Je ne vais pas le décevoir. Dorothy étudia le visage de Miguel à la lumière de la lampe, y voyant quelque chose qui n'y était pas auparavant, une résolution qui allait plus loin que l'argent ou la fierté familiale. Ce n'est plus une question de saisie, n'est-ce pas? Non, dit Miguel. Il s'agit de terminer ce qu'il a commencé. Il s'agit de s'assurer que Charlie Morrison et tous les autres ne soient pas oubliés. Au cours de la semaine suivante, l'équipe travailla avec une intensité frisant l'obsession. La nouvelle de leur mission se répandit dans la communauté des avions anciens, attirant des bénévoles de tout le pays. Des mécaniciens retraités de l'armée de l'air. Des historiens de l'aviation et des passionnés d'avions de guerre affluèrent à la casse comme pour une opération militaire. La percée survint lorsque Matteo découvrit une cache de pièces d'origine, cachée dans un conteneur scellé derrière l'atelier. Son arrière-grand-père avait stocké des composants de rechange pendant des décennies, anticipant exactement le genre de restauration qu'il tentait. Regarde ça, dit Matteo, montrant à Miguel des pièces de moteur usinées avec précision, encore dans leur emballage d'origine. Il a tout ce dont nous avons besoin pour terminer le Twin Mustang. À 3 jours de la date limite de forclusion, les 3 avions étaient mécaniquement sains et prêts pour les essais en vol. Le PE-51 avait déjà effectué des essais au sol, son moteur Merlin produisant un son qui arrachait des larmes à Dorothy. Le démarrage des moteurs du Twin Mustang était prévu pour le lendemain matin, et le Tigerka expérimental attendait son tour pour la résurrection.
Mais Miguel savait que la préparation mécanique n'était qu'une partie du défi. Le véritable test viendrait lorsque 3 avions silencieux depuis 60 ans prendraient leur envol. Ensemble, emportant avec eux les rêves et les sacrifices d'une génération qui avait sauvé le monde puis était retournée tranquillement à des vies ordinaires. Alors que le soleil se couchait sur le 34e jour, Miguel se tenait dans le hangar, entouré des fruits d'un dévouement et d'un amour collectif. Le lendemain apporterait les premiers vols d'essai, puis, si tout se passait comme prévu, un vol en formation qui honorerait la vision de son grand-père et le sacrifice de Charlie Morrison. Les avions brillaient sous les lumières de travail, n'étant plus des pièces de musée, mais des machines vivantes prêtes à retrouver leur place dans le ciel. Miguel sentait la présence de son grand-père dans le hangar, non comme un fantôme, mais comme une continuation. Un héritage qui reliait le courage passé à la détermination présente et à la mémoire future. 3 jours pour sauver non seulement la casse, mais les rêves d'hommes qui avaient piloté ces mêmes avions dans l'histoire. Astérisque astérisque astérisque. L'aube se leva sur le désert avec une clarté cristalline qui rendait chaque détail net et présent. Miguel se tenait sur la piste improvisée qu'ils avaient dégagée à travers la casse, regardant le soleil peindre les montagnes de nuances de cuivre et d'or. Derrière lui, 3 avions restaurés se tenaient prêts pour leur premier vol en plus de 60 ans. Leur peau d'aluminium poli reflétant la lumière du matin comme des miroirs. Les médias étaient arrivés avant le lever du soleil, des journalistes de magazines d'aviation, des équipes de télévision locales et des documentaristes qui comprenaient qu'ils étaient témoins de quelque chose d'extraordinaire. La nouvelle du projet de restauration s'était répandue via les réseaux sociaux et les forums d'aviation, attirant des spectateurs de tout le sud-ouest. Des voitures longeaient le chemin de terre menant à la casse, leurs occupants installant des caméras et des chaises pliantes dans les broussailles du désert. Dorothy sortit du cockpit du P-51, vêtue d'une combinaison de vol qui semblait avoir servi pendant la guerre elle-même. À 83 ans, elle se déplaçait avec la précision prudente de l'âge, mais ses yeux avaient l'alerte vivacité d'une pilote prête à voler. BTS Dream est prête, annonça-t-elle, retirant son casque de vol pour révéler des cheveux soigneusement épinglés dans un style rappelant les années 1940. Le carburant est plein, les températures moteurs sont parfaites, et tous les systèmes sont prêts. Miguel sentit sa gorge se nouer d'émotion. Voir Dorothy dans le cockpit du P-51 de son grand-père créait un lien qui traversait les générations, un lien vivant entre la jeune femme qui avait transporté des chasseurs pendant la guerre et l'avion préservé qui avait attendu des décennies ce moment. Tom Bradley acheva sa dernière inspection du Twin Mustang, passant ses mains sur les pales de l'hélice avec la révérence d'un homme touchant l'histoire. Les 2 moteurs tournent comme un charme, rapporta Teil. Votre grand-père a entretenu ces oiseaux comme s'ils allaient voler demain. Le Tigerka expérimental présentait le plus grand défi. Aucun pilote vivant n'avait d'expérience avec ces caractéristiques uniques, les forçant à s'appuyer sur les rapports de pilotes d'essai originaux et les spécifications techniques. Un pilote d'essai de la marine à la retraite nommé Jack Morrison, sans lien de parenté avec le Charlie Morrison mentionné dans le journal du grand-père, s'était porté volontaire pour effectuer le premier vol en se basant sur son expérience avec des avions expérimentaux similaires. C'est une quantité inconnue, admit Morrison, ajustant son harnais de parachute. Mais l'ingénierie est solide, et si elle était assez sûre pour les pilotes d'essai en 1946, elle l'est assez pour ce vieux fou en 2022. Nora se déplaçait entre les avions avec des caméras et du matériel d'enregistrement, documentant chaque détail de ce moment historique. Sa thèse s'était transformée en quelque chose de bien plus grand, une étude exhaustive de la préservation des avions d'après-guerre qui redéfinirait la façon dont les historiens comprenaient les contributions civiles au patrimoine aéronautique. C'est sans précédent, dit-elle, photographiant l'inspection avant vol de Dorothy. 3 avions expérimentaux ou rares conservés en état de vol pendant 60 ans par un seul individu. Votre grand-père a créé le musée d'aviation privé le plus important de l'histoire américaine. Matteo se tenait à côté de son père, portant l'un des casques de vol originaux de son arrière-grand-père que Dorothy avait trouvé dans l'atelier. Le cuir était craqué par l'âge. Mais le garçon le portait avec une fierté qui faisait gonfler la poitrine de Miguel d'émotion. « Tu es prêt pour ça ?» demanda Miguel à son fils. « J'ai été prêt toute ma vie », répondit Matteo. Bien que je n'ai appris l'existence des avions que 6 semaines plus tôt. Je ne le savais tout simplement pas avant.
Le premier démarrage de moteur fit retentir dans le désert un son qu'on n'avait plus entendu depuis des décennies. Le moteur Merlin du PS-51 toussa une fois, deux fois, puis s'installa dans le rugissement distinctif qui avait autrefois rempli les cieux d'Europe et du Pacifique. Les spectateurs applaudirent spontanément, comprenant qu'ils entendaient quelque chose d'extraordinaire. Dorothy avança les manettes des gaz avec précaution, sentant la réponse de l'avion. Après 60 ans de silence. L'hélice mordit l'air fin du désert, et BTS Dream commença à avancer par ses propres moyens pour la première fois depuis 1946. Contrôle, ici BTS Dream. Demande autorisation de rouler, annonça Dorothy à la radio, utilisant les indicatifs qu'ils avaient établis avec la tour de contrôle locale. BTS Dream, vous êtes autorisé à rouler. Bonne chance pour l'histoire. Le PS-51 se déplaça le long de la piste improvisée avec une précision mécanique, chaque système fonctionnant exactement comme prévu. Miguel regardait à travers des jumelles, notant à quel point Dorothy maniait l'avion naturellement malgré des décennies d'absence des chasseurs militaires. Le Twin Mustang démarra ensuite, ses deux moteurs produisant une harmonie sonore qui résonna dans la casse comme une musique mécanique. Les années de travail de restauration de Tom Bradley se manifestaient dans chaque opération fluide, les systèmes hydrauliques réagissant instantanément, les surfaces de contrôle se déplaçant avec une précision parfaite, les moteurs fonctionnant avec la fiabilité des montres suisses. Desert Fox est prêt à rouler, rapporta Tom. La voix serrée par l'émotion. Elle vole comme un rêve. Votre grand-père savait ce qu'il préservait. Finalement, Jack Morrison aligna le Tigerka expérimental pour le décollage. Le prototype de chasseur n'avait jamais été destiné à la production en série, et aucun pilote vivant n'avait d'expérience avec ces caractéristiques de maniement spécifiques. L'approche de Morrison était méthodique, utilisant des décennies de formation de pilotes d'essai pour évaluer le comportement de l'avion alors qu'il avançait les gaz. Le Tigerka accéléra sur la piste avec une autorité surprenante, ces deux moteurs produisant suffisamment de puissance pour soulever le lourd chasseur du sol avec assurance. Alors qu'il s'éloignait du sol désertique, la voix de Morrison exprimait la satisfaction d'un homme qui venait de dompter une bête inconnue. Expérimentale, cette est en vol. Elle a du caractère, mais elle est honnête. Demande permission de rejoindre la formation. Le cœur de Miguel battait la chamade tandis qu'il observait trois morceaux de l'histoire de l'aviation converger dans le ciel au-dessus de la case de son grand-père. La formation qu'ils réalisèrent n'était pas l'espacement militaire précis des opérations de guerre, mais quelque chose de plus approprié à leur résurrection civile, un arrangement gracieux qui mettait en valeur le caractère individuel de chaque avion tout en honorant leur héritage commun. Nora se tenait à côté de Miguel, filmant ce moment historique tandis que des larmes coulaient sur son visage. Votre grand-père serait si fier, murmura-t-elle. Regardez ce qu'il a rendu possible. Les trois avions effectuèrent un large cercle autour de la casse et du désert environnant. Leurs moteurs s'accordant dans un accord qu'on n'avait pas entendu depuis les années 1940. Les spectateurs au sol applaudirent et acclamèrent spontanément, mais Miguel les entendait à peine. Son attention était fixée sur le ciel où l'héritage de sa famille s'élevait sur des ailes d'aluminium que son grand-père avait amoureusement préservées pour ce moment précis. Formation Salazar. Ici approche de Phoenix. La voix du contrôleur aérien portait un respect professionnel. Vous avez une priorité de traitement pour votre vol historique. Recommandons un cap 270 pour les meilleurs. Opportunité photographique au-dessus de Camelback Mountain. Les trois avions tournèrent vers l'ouest en direction de Phoenix, volant suffisamment bas pour que les observateurs au sol puissent apprécier leurs détails, mais suffisamment haut pour franchir les montagnes du désert en toute sécurité. Dorothy menait la formation avec la confiance d'une pilote qui avait effectué ces mêmes routes 8 décennies plus tôt, lorsqu'elle avait transporté des avions militaires des usines aux bases à travers le sud-ouest. Alors qu'ils approchaient de Camelback Mountain, la formation se resserra légèrement, créant le genre d'opportunité photographique qui ornerait les magazines d'aviation pendant des décennies. Le Tigerka expérimental volait légèrement en hauteur et à droite. Sa configuration unique clairement visible. Le Twin Mustang maintenait sa position à gauche, ses doubles fuselages créant une silhouette incomparable. Et les menant tous, BTS Dream volait avec la grâce d'un avion né pour régner sur le ciel. Miguel regardait à travers des jumelles la formation passer au-dessus des banlieues de Phoenix, sachant que des milliers de personnes en dessous
Levait les yeux vers des avions que la plupart d'entre eux n'avaient jamais vus en dehors des musées. Cette vue reliait le présent à une époque où de telles formations étaient courantes. Quand de jeunes hommes avaient piloté des avions similaires au combat et avaient changé le cours de l'histoire. C'est ce qu'il voulait, dit Miguel à voix haute, pensant aux entrées de journal de son grand-père et aux décennies de patiente préservation. Non seulement sauver les avions, mais aussi les laisser accomplir leur but. Le vol en formation dura 45 minutes, couvrant la vallée de Scottsdale à Glendale avant de revenir vers la casse. Chaque pilote signala une performance mécanique parfaite, les moteurs tournant sans accroc, tous les systèmes fonctionnant normalement. La consommation de carburant dans les paramètres attendus. Alors qu'ils approchaient pour l'atterrissage, la voix de Dorothy exprima une profonde satisfaction. Formation Salazar demande. Autorisation d'atterrir. Mission accomplie. Formation Salazar, vous êtes autorisé à atterrir. Bienvenue à la maison. Les 3 avions atterrirent dans le même ordre qu'ils avaient décollé. Chaque pilote posant son appareil en douceur sur la piste désertique improvisée avec l'habileté de professionnels honorant des machines irremplaçables. Alors que les moteurs s'arrêtaient dans le silence, la foule de spectateurs éclata en applaudissements nourris qui résonnèrent sur les montagnes environnantes. Miguel courut vers les avions alors que les pilotes coupaient leurs moteurs. Le cœur rempli de gratitude et de fierté. Matteo était juste à côté de lui, portant le casque de vol de son arrière-grand-père et affichant un sourire d'une joie qui naît du témoignage de rêve. Devenu réalité. Dorothy sortit du cockpit du PL-51 avec les mouvements prudents de l'âge, mais son visage brillait de la satisfaction d'une pilote qui venait d'accomplir le vol de sa vie. Elle retira son casque, révélant des cheveux qui s'étaient défaits de leur épingle soignée, et regarda Miguel avec des yeux qui pétillaient de réussite. Les oiseaux de votre grand-père ont retrouvé le chemin des airs, dit-elle simplement. Et ils sont magnifiques. Astérisque astérisque astérisque. 6 mois plus tard, Miguel se tenait au même endroit où il avait vu pour la première fois les avions de son grand-père prendre leur envol. Mais la casse avait été transformée. Ce qui avait été autrefois des rangées chaotiques de véhicules rouillés était maintenant le Salazar Aviation Heritage Museum. Avec des expositions soigneusement entretenues présentant l'évolution de la technologie aéronautique américaine des années 1940 à nos jours. Les 3 avions de guerre restaurés occupaient des positions d'honneur dans un nouveau hangar climatisé qui les préservait tout en permettant l'accès au public. Les visiteurs pouvaient se promener autour des avions, lire leur histoire et écouter des enregistrements audio de Dorothy Martinez décrivant ce que c'était que de transporter de tels chasseurs pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons eu 4700 visiteurs le mois dernier. Rapporta Nora, consultant la tablette qui gérait les opérations du musée. Sa thèse était devenue le fondement de l'interprétation historique du musée, et elle avait accepté un poste permanent de conservateur en chef après avoir terminé son doctorat. Miguel hocha la tête, mais son attention était concentrée sur un groupe d'écoliers qui écoutaient avec une attention captivée tandis que Matteo expliquait les principes mécaniques qui rendaient le moteur Merlin du PL-51 si efficace. Son fils était devenu l'un des guides bénévoles les plus populaires du musée, combinant les connaissances techniques avec l'enthousiasme de quelqu'un qui avait contribué à restaurer les avions de ses propres mains. Le succès du vol en formation avait attiré l'attention nationale, amenant des passionnés d'aviation, des historiens militaires et des investisseurs potentiels de tout le pays. Des professionnels des musées avaient proposé des accords de partenariat qui assuraient le financement de la conservation continue tout en garantissant l'accès du public aux avions. Le Smithsonian s'était associé à eux pour créer des expositions itinérantes qui partageraient l'histoire de la restauration avec des publics nationaux. Mais peut-être plus important encore, les avions restaurés avaient généré suffisamment de revenus grâce aux admissions au musée, aux programmes éducatifs et aux événements aéronautiques pour sécuriser la propriété de manière permanente. La menace de saisie qui avait semblé insurmontable n'était plus qu'un mauvais souvenir, remplacé par une stabilité financière qui honorait à la fois l'héritage d'Esteban Salazar et l'avenir de la famille. Dorothy sortit du cockpit du Tigerka expérimental, où elle avait animé l'une de ses populaires présentations d'histoire vivante pour un groupe d'anciens combattants. À 84 ans, elle ne montrait aucun signe de ralentissement, maintenant les 3 avions en état de vol et effectuant des vols de démonstration pour des événements spéciaux. Les vétérans de la guerre de Corée veulent programmer un autre vol en formation pour leur réunion en septembre, dit-elle à Miguel. Ils sont particulièrement intéressés par
Le Twin Mustang car il a servi en Corée. Miguel sourit, se souvenant à quel point de telles demandes lui avaient semblé écrasantes lorsqu'elles avaient commencé à arriver. Maintenant. Le musée organisait régulièrement des événements qui rassemblaient des vétérans, des passionnés d'aviation et des familles désireuses de comprendre l'histoire que ces avions représentaient. James Morrison et ses associés avaient discrètement disparu après que le vol en formation eut attiré l'attention des médias sur le projet de restauration. Des experts juridiques avaient examiné leurs faux documents et conclu qu'ils faisaient partie d'une fraude élaborée conçue pour intimider Miguel afin de lui faire vendre les avions bien en dessous de leur valeur réelle. La publicité entourant le succès du musée avait rendu toute nouvelle tentative de tromperie impossible. Le succès avait également apporté des liens inattendus à l'histoire familiale de Miguel. Des organisations d'anciens combattants avaient aidé à identifier Charlie Morrison, le pilote dont le PL-51 était devenu BTS Dream. Sa famille avait assisté à l'inauguration du musée, apportant avec elle des photos et des objets personnels qui faisaient maintenant partie de l'exposition permanente honorant son sacrifice. Votre grand-père a sauvé plus que de simples avions, avait dit le neveu de Charlie Morrison à Miguel lors de la cérémonie d'inauguration. Il a sauvé la mémoire des hommes qui ont tout donné pour leur pays. Charlie serait fier de savoir que son avion inspire toujours les jeunes à comprendre le prix de la liberté. Miguel traversa les expositions du musée, notant les détails qui reliaient le sacrifice passé à l'opportunité présente. Une section dédiée aux women Air Force Service Pilots présentait les souvenirs personnels de Dorothy aux côtés d'expositions techniques sur les avions qu'elle avait pilotés. Une autre exposition explorait le programme de surplus d'avions d'après-guerre qui avait rendu possible les efforts de préservation de son grand-père. Mais le cœur du musée restait les 3 avions en état de vol et l'histoire de leur résurrection. Les visiteurs pouvaient lire les entrées du journal d'Esteban Salazar, examiner les outils qu'il avait utilisés pour la préservation et comprendre les décennies de patience qui avaient rendu la restauration possible. Matteo avait prospéré dans l'environnement du musée, découvrant des aptitudes à la fois pour le travail mécanique et la prise de parole en public qui surprirent même Miguel. L'adolescent qui s'était autrefois plaint d'avoir hérité d'un tas de ferrailles parlait maintenant avec passion de la préservation du patrimoine aéronautique pour les générations futures. Je pensais aux programmes universitaires en technologie aéronautique, dit Matteo à son père alors qu'il fermait le musée pour la soirée. Peut-être l'ingénierie aérospatiale avec un accent sur la conservation historique. Miguel ressentit une fierté familière en regardant son fils planifier un avenir qui honorait à la fois l'éducation et la tradition familiale. Le garçon portait l'une des chemises de travail originales de son arrière-grand-père, modifiée pour s'adapter à sa silhouette d'adolescent, et se tenait avec une assurance qui venait d'un travail significatif et d'un but. Nora les rejoignit pour la visite du soir, vérifiant les systèmes de sécurité et s'assurant que les avions étaient correctement sécurisés pour la nuit. Sa relation avec Miguel s'était développée lentement et naturellement, construite sur un engagement partagé envers la mission du musée et un respect mutuel pour l'héritage qu'il préservait. La commémorative Air Force veut inclure nos avions dans la tournée nationale, célébrant le 80e anniversaire du débarquement, leur dit-elle. Cela signifierait faire voler la formation lors de spectacles aériens à travers le pays, partageant l'histoire avec des publics qui pourraient ne jamais visiter l'Arizona. Miguel réfléchit à la proposition, pensant à la vision de son grand-père de préserver ses avions pour l'éducation et l'inspiration. La tournée exposerait des milliers de personnes à l'histoire de la préservation de l'aviation civile, inspirant peut-être d'autres à sauver des avions historiques dans leur propre communauté. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Miguel jeta un dernier coup d'œil aux 3 avions qui avaient transformé la vie de sa famille. Dans la douce lumière des lampes de sécurité du hangar, il semblait prêt à voler à tout moment, des machines vivantes plutôt que des pièces de musée statiques. La lettre de son grand-père était exposée à une place d'honneur près de l'entrée, ces mots ayant acquis un sens plus profond grâce au processus de restauration. Certaines choses valent plus que de l'argent. Elles valent la peine d'être conservées pour les générations qui ne connaîtront jamais le son de la liberté volant au-dessus d'eux. Miguel avait appris que le son de la liberté n'était pas seulement une question de moteur d'avion ou d'histoire militaire. Il s'agissait d'avoir le courage d'honorer le passé tout en construisant quelque chose de significatif pour l'avenir. Il s'agissait de comprendre que les plus grands trésors ne sont pas toujours faits d'or ou d'argent, mais de mémoire, de buts et des liens incassables entre les générations.
En sortant dans la soirée désertique, Miguel entendit le son lointain d'un avion de ligne commercial passant au-dessus, ses lumières clignotant contre les étoiles. Quelque part là-haut, des passagers voyageaient vers des destinations que son grand-père n'aurait jamais pu imaginer. Porté par une technologie qui traçait son lignage jusqu'aux avions conservés dans le hangar derrière lui. Le cercle était bouclé, mais l'histoire continuerait tant qu'il y aurait des gens prêts à se souvenir que la liberté, comme les avions qui l'ont défendue, exigeait une préservation minutieuse et un dévouement constant pour la maintenir en vol.